C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré au Mali, notamment à la présidentielle qui s'annonce à grands pas. Elle est prévue pour le 29 juillet 2018. Un nouvel invité m'a rejoint, Mahamadou Cissé. Vous êtes vous aussi un soutien du président, du candidat Soumaïla Cissé. Merci. Merci de m'avoir rejoint. Merci à vous, Madame Khadija Yattara, grand soutien du président Ibrahim Boubacar Keïta. Merci d'être resté avec moi, de même que Monsieur Sékou. L'opposition malienne veut réaliser absolument l'alternance au Mali. Mais quels sont aujourd'hui ses atouts pour que cet objectif soit atteint? Nous avons posé la question au politologue malien Étienne Fakaba Sissoko. On l'écoute, on en parle après. Les rapports de force aujourd'hui, elles sont du côté de l'opposition, bien entendu, parce que avec les pôles qui sont en train de se former et le désir affiché en tout cas des leaders politiques et une grande partie des populations à réaliser l'alternance en 2018, font aujourd'hui que le peuple malien dans sa large majorité est en phase avec cette opposition. La question n'est plus de savoir si Ibeka doit rester ou pas. La question pour l'opposition, c'est de savoir qui pourra remplacer Ibeka et autour de quel projet. Donc l'ensemble du défi réside en cela. Aujourd'hui, effectivement, il y a une vague qui est en train de se mettre en place pour réclamer à cri et à corps l'alternance. Tout simplement parce que nous avons assisté à 5 années de gestion désastreuse du Mali, 5 années de gestion calamiteuse du Mali, où les biens publics ont été dilapidés, où l'intégrité du territoire, l'intégrité territoriale a été menacée et même souvent remise en cause, où la fracture sociale s'est installée, où les populations partout demandent l'accès aux moins rudimentaires de base, aux besoins sociaux de base. Et donc la faible réponse aujourd'hui de l'État face à l'ensemble de ces besoins et surtout à une manque de politique et de perspective en matière de développement économique du Mali ont créé justement une sorte de tension, une sorte de rejet de ce système-là qui explique en partie la grande mouvance qui est en train, la grande mouvance de sympathie qui est en train de s'abattre aujourd'hui sur l'opposition. Oui, l'opposition aujourd'hui est forte, d'autant plus que la grande difficulté que l'opposition avait, c'était d'avoir des pôles solides. Et aujourd'hui, avec la coalition pour l'alternance, qui est un regroupement de près de 128 organisations et partis politiques, et puis aujourd'hui même la création du Front des bâtisseurs, qui regroupe une dizaine aussi de potentiels candidats aux élections. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'opposition a pu se construire autour de 2 pôles majoritaires. Cela est une force extraordinaire qui, à coup sûr, fera certainement en sorte que Ibeka, le président sortant, n'arrive même pas au second tour. Donc la force de l'opposition réside d'abord dans la gestion du pays qui a été plus ou moins désastreuse, mais aussi dans cette capacité de l'opposition à s'organiser autour de quelques leaders pour défendre un projet, à savoir le projet de réaliser l'alternance et le changement. Étienne Fakaba Sissoko, dans l'analyse qu'il fait de l'opposition malienne aujourd'hui, pense qu'elle a le vent en poupe et qu'au fond, les ingrédients politiques sont réunis pour que l'alternance soit possible. Il est peut-être un peu excessif, notre analyse politique, mais en fond, vous avez des Maliens qui vous disent la première réussite même du président Ibeka, c'est que le Mali continue d'exister. La première réussite d'Ibeka... En tant qu'État, parce que ce n'était pas aussi évident que ça. Ibeka a résulté enfin, il a eu un État qui, à la fin de la transition, qui n'était plus en déliquescence. Hein. Après le départ des militaires du pouvoir en avril 2013, en avril 2012, pardon, effectivement, il y a eu une transition. Et lors de cette transition... Monsieur Cissé, lors de cette transition, je termine dessus. Lors de cette transition, il s'est passé des choses. Ibeka a eu le Mali a été réunifié. Le Mali a eu un dossier. Ibeka a eu un dossier. Le Mali a été réunifié parce que les élections se sont déroulées à Kidal. Quand Ibeka arrivait au pouvoir, les élections se sont déroulées à Kidal.
Oui. Quand Ibeka arrive au pouvoir, il y avait une feuille de route. Avec les déploiements militaires, il y avait encore les soldats tchadiens à Kidal. Non, ce n'est pas seulement les soldats tchadiens. Il y avait l'administration à Kidal. Absolument. Il y avait l'État. Mais là, ils sont partis, là. Oui, mais parce que Oumara est allé à une aventure là-bas, sous Ibeka. Attention, la transition a remis à Ibeka un État qui était déjà en marche. Élections organisées, administration déployée dans les régions du Nord, avec l'aide de nos amis internationaux. Non fonctionnel. Et l'État fonctionnait parce que à aucun moment, les salaires dont parle Mme Yatara n'ont jamais été interrompus. Les djihadistes... Il faut relativiser ça. Les djihadistes qui menacent la sécurité de vos compatriotes qui sont au nord et qui, même jusqu'à aujourd'hui, viennent vers le centre et même vers le sud, c'est le président, président Keïta qui les a fait venir. En 2012, quand Ibeka arrivait au pouvoir, les djihadistes ne menaçaient plus personne. 2013. Les djihadistes avaient pris la coupe des... Ils sont partis en 2013, pardon. Ouais. Les djihadistes étaient déjà partis. Ils avaient été renvoyés, Madame, ils avaient été chassés. Attendez, très rapidement, qu'est-ce que vous répondez, vous répondez à ça? Ibeka n'a pas pris un État en marche quand il a été élu. C'est pas vrai. L'État était en débandade. Une administration non fonctionnelle qui était là de parade, qui ne fonctionnait pas du tout. Les djihadistes étaient déjà sur place et des corps étrangers étaient déjà au nord parce qu'on signalait déjà des avions qu'on ne sait pas d'où ils viennent, qui atterrissent dans le désert sans immatriculation, qui installaient des gens qu'on ne connaissait pas. Donc l'insécurité était déjà là. Mais quand on est au nord, quand même. Au nord. Pas au centre ni au sud. Centre. Oui, mais c'est sous le président. Oui, je vous rappelle, sous Moussa Traoré, le Mali, le reste du Mali et du monde entier n'a jamais su qu'il y avait des problèmes au nord du Mali, à part nous les nordistes. J'ai été parmi les gens qui ont dit non, c'est un problème national et international, il faut que ça soit su. Il y a beaucoup de choses qui se passaient et qui se taisaient et la population n'était pas au courant, M. Sissi. On va parler concret. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, vous semblez avoir le vent en poupe pour remporter cette présidentielle. C'est facile de critiquer. C'est très facile de critiquer. La vraie crédibilité d'une opposition n'est pas dans sa capacité à critiquer le bilan du président sortant, mais dans la qualité de l'offre politique. Quelle est aujourd'hui l'offre politique que vous proposez aux Maliens? L'offre politique que nous proposons aux Maliens... Notamment le président Soumaïla, le candidat a pris Soumaïla Cissé. Voilà, c'est-à-dire que quand vous parlez d'opposition, vous parlez de plusieurs candidats. Parce mais là, vous parlez du candidat Soumaïla Cissé. Oui, vous soutenez sa candidature. Oui, que nous soutenons. Le week-end dernier, on a décidé de soutenir le candidat le mieux placé dans la coalition qui peut nous faire gagner. Que propose-t-il aux Maliens? L'offre politique est en construction dans la mesure où ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'idées sur plein de sujets, sur beaucoup de sujets, mais on a dit, pour être cohérent avec nous-mêmes, construisons ensemble un programme minimum commun. Et dans ce programme minimum commun seront édifiés, seront élaborés un certain nombre d'axes extrêmement importants pour sortir le pays. Monsieur Cissé, nous sommes à 2 mois, nous sommes à moins de 2 mois de la présidentielle et vous n'avez pas encore un programme commun. Oui, mais non, mais la question, c'est pas ça. La question, lorsque tu construis une coalition, Richard, il y a quelque chose qui se passe au Mali auquel vous, les observateurs, vous ne faites pas attention. Dites-nous, allez, dites-nous. Ce qui se passe au Mali, une opposition hétéroclite, dispersée pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui était réduite à peau de chagrin, à 2 partis ou 3 partis seulement, a décidé de s'ouvrir à un ensemble d'acteurs, associations, partis politiques et même des candidats. Et pour rassembler tous ces beaux mondes et créer une coalition, ce n'est pas de la tarte. Surtout, et leur dire que non, on ne va pas se réunir seulement pour partager le gâteau, comme Ibeka l'a fait avec ses amis. On va construire un programme minimum commun pour travailler là-dessus. Et la construction de ce programme minimum commun, c'est une dynamique. Pourquoi les gens voudraient que nous, au Mali, on fasse tout le temps pareil que les autres? On est dans une situation spéciale. Vous êtes en train de faire. Alors, encore une fois, j'insiste, excusez-moi, nous sommes à moins de 2 mois de la présidentielle. C'est une fois que vous serez au pouvoir que vous allez réfléchir à ce que vous allez... Non, alors très rapidement, bon, moi je vais répondre à cette question, mais il y a un élément qui... L'Union pour la République et la démocratie. Voilà, pour l'URD, pour Soumaïla Cissé, il faut être très clair, les programmes ne sont pas sortis de 2018. Les programmes 2018 ne sont pas sortis. Il y a des engagements qui ont été pris. Mais programme écrit en tant que tel, non. Mais on imagine que le programme 2018, compte tenu de la réalité sur le terrain,
va être un peu à l'image du programme de 2013 avec quelques ajustements. Et si vous prenez ce programme-là, il était sur une trentaine de pages. Soumaïla avait fait un document que tout le monde avait apprécié à l'époque, et sur une trentaine de pages, sur 5 piliers. Si vous voulez, les 5 piliers... Non, moi je ne veux pas les piliers. Ah, ben voilà, ce que je veux... Non, alors, concrètement, parce que concrètement, on va pas faire comme... Qu'est-ce que Soumaïla propose très concrètement? Voilà, c'est exactement. Le Malien lambda... Quand on parle de Soumaïla Cissé, qu'est-ce qu'il doit garder en tête? Quelle est l'idée phare, la mesure? L'idée phare, c'est quoi? Il a dit l'autre jour, lors de son investiture, je ne peux pas inventer, il a dit lors de l'investiture le 12 mai, il a dit, lui, président du Mali, ses fils ne seront jamais ministres. Ses enfants ne seront jamais députés. Ça veut dire qu'il va couper le cordon entre la famille et l'État. Parce que l'un des grands griefs que les Maliens n'acceptent pas de la gestion familiale, c'est avoir géré l'État de façon familiale. Et ça, vous prenez aujourd'hui autour de Ibeka, il n'y a que la famille, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, je ne vais pas les citer, tous ça ne sera pas fini, mais vous prenez chaque élément, c'est la famille. Ça veut dire que quand il a dit un moment, mon pouvoir ne sera pas un partage de gâteaux, tout le monde n'avait pas compris. Il y avait gâteau, mais seulement il n'y avait pas de partage, puisque le gâteau restait en famille. C'est en réalité ça, cette réalité-là, que les Maliens ont compris après. Et donc, Soumaïla, il a dit ça. Deuxième chose, il a dit, un exemple très précis, il a dit, Soumaïla président, aucun enseignant formé ne sera au chômage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, encore, le Mali a besoin de renforcer... Mais il y a des enseignants qui sont au chômage. Bien sûr. Parce que les écoles sont fermées. Non, pas seulement. Non, parce que la fonction publique ne recrute pas. Parce qu'il faut faire un concours de la fonction publique. La santé, c'est le même cas. Il a dit, chaque médecin, chaque infirmier, chaque sage-femme formée au Mali va trouver un travail parce qu'aujourd'hui, les Maliens ont besoin d'écoles, de santé. Au minimum, c'est ça dans les villages. Et chaque village aura son école. Donc, à partir de ces éléments-là, ça, c'est des aspects très importants. Fin de la gestion familiale et clanique du pouvoir. Exactement. Et promotion de l'emploi. Même si c'est une erreur de penser que l'État doit donner de l'emploi à tout le monde. Peu importe. Non, non, on a bien compris. On a bien compris. Oui. La gestion familiale. Tout le monde sait que Ibeka n'a jamais été d'accord pour que son fils soit député. C'est un citoyen, il a le droit de se présenter en tant que Malien et c'est l'apprécier, ce qu'on lui a fait prévaloir. Et c'est la reine. Il est un Malien. Absolument. Il voulait se présenter et son quartier, sa commune l'a choisi. Président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Vous avez le gendre de Donald Trump qui est à la maison. Non, mais c'est un exemple du Oui, mais si ses compétences, s'il a les compétences pour vous... Oui, allez-y. Mon argumentation. Oui, allez-y, madame. Le président de l'Assemblée nationale, Ibeka avait 3 personnes sur lesquelles il comptait pour être président de l'Assemblée nationale. Mais la candidature, il ne pouvait pas s'opposer à la candidature de Issaka Sidibé parce que c'est son beau-frère, c'est son beau-père. Non, c'est l'Assemblée qui a validé et qui l'a voté. Donc le reproche de gestion familiale et clanique du pouvoir, vous le rejetez catégoriquement. Catégoriquement, il y a eu des tractations politiques pour qu'il soit dans ce piège-là. Vous soutenez le président et le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Vous êtes consciente aujourd'hui que vous avez en face une opposition. En face, je suis consciente de ce que je dis et ce que je peux dire. Vous êtes conscient. Maintenant, la force de l'opposition. La force de l'opposition. Oui. Il parle de gâteau. Jusque-là, l'opposition n'a pas joué un contrepoids pour l'exercice du pouvoir. Il a été un facteur déstabilisant et en revendiquant sa part de gâteau. Et il l'a eu par le statut particulier. Non, le statut particulier, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pratiquement... C'est même une bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. C'est une avancée démocratique. C'est très démocratique que lui, il a accepté de faire quand même. Mais là, est-ce que vous voyez la forte mobilisation de l'opposition? Est-ce que ça vous fait peur? Je la vois. Mais il y a encore beaucoup de faiblesses au sein de l'opposition. Le choix du candidat. Il y a déjà des groupuscules qui se sont constitués et qui ne sont pas d'accord que ça soit un candidat unique.
Oui, Comment l'opposition va régler ce problème? Mais vous laissez les problèmes, laissez l'opposition et ses problèmes. Oui, ses problèmes, oui. Comment comptez-vous, effectivement, puisque votre candidat, celui que vous soutenez est candidat, comment vous comptez justement convaincre les Maliens? Il a commencé un travail. Là, il y a eu des erreurs. On ne parle pas des acquis. Les acquis, c'est un rappel. On parle des erreurs et des fautes qui ont été faites. Vous reconnaissez qu'il a commis des erreurs? Et il a commis des erreurs. Il a commis des fautes. Lui-même, il le reconnaît. Il doit des excuses pour ça et on doit lui faire confiance pour qu'il répare et qu'il laisse à son successeur, un État malien en bon état. Il faut qu'il termine le travail qu'il a fait. Madame, mais un État en ruine, les sociologues, les politologues européens, tout ce qu'ils ont fait, un État en ruine ne peut pas être relevé en 5 ans. Il y en a qui ont dit le minimum c'est 17 ans. Mais madame, peut-être qu'il y a d'autres Maliens qui ont la même compétence et qui peuvent diriger le Mali. Bien sûr, je sais, mais quand même, je sais qu'il peut le faire. Il sait le faire. Il sait le faire. Et il va le faire. Il va le faire. Non, mais très rapidement. Oui. Vraiment, ce qui est en 2 secondes, ce qui est grave dans le cas du Mali, c'est qu'à l'arrivée au pouvoir, Ibrahim Boubacar Keïta avait tout pour réussir. Adhésion populaire, 77%. Appui de la communauté internationale. Très forte mobilisation de la diaspora. Tout le monde, tout était au vert pour le Mali. Tout. Mais un à un, c'est Tcheblé qui formule bien. Une à une, toutes les cartes sont allées en... Pourquoi? Parce que, tout simplement, Ibeka n'a pas compris que nous étions dans un pays où il y avait une certaine instabilité, il y avait une fragilité, et cette fragilité qu'il fallait retenir. Je vous fais remarquer qu'après le 2e tour, sans attendre la proclamation officielle des résultats, Soumaïla Cissé, qui était au 2e tour, s'est déplacé en famille à la Malienne pour aller le voir. Donc c'est pour dire que l'atmosphère politique... C'est un geste dont on se souvient. Ça veut dire que tout le monde s'est mis au garde-à-vous devant Ibeka pour dire « Monsieur, nous sommes à votre disposition, faisons le Mali ». Mais lui, il a dit « Non, je regarde mon destin ». Il a passé tout son temps à voyager, à regarder son destin, à faire de la bamboula. Je vous dis, c'est des mots, vraiment, c'est pas exagéré. Mais c'est ça le... Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite.